Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'esclavage... Je suis un homme libre et vous n'avez aucun droit de me séquestrer. Ne fait et ne dit que le strict minimum. Des Européens. Ouais, je sais, c'est assez étonnant. Nous allons pourtant parler d'une traite qui a eu lieu sur plusieurs siècles et visait majoritairement les Européens et plus particulièrement les Slaves. Si vous y réfléchissez bien, comment dit-on esclave en anglais aujourd'hui? Slaves. Slaves. On comprend donc tout de suite qu'il y a une corrélation entre ces peuples européens, que l'on appelle les Slaves, et le statut d'esclave. D'ailleurs, le terme esclave vient du latin slavius. Le mot apparaît pour la première fois en 937 dans un manuscrit en remplacement du mot servius. Le terme esclave provient donc justement de la période que nous allons traiter. Abu Amr-Samir, qui est un grand linguiste, qui est décédé en 224 l'Égypte, dit, lorsque le prophète a dit « Bu'ithtu ila al-ahmar wa aswad » j'ai été envoyé au rouge et au noir. Le sens est j'ai été envoyé au rouge parce que la plupart du temps des non-arabes étaient blancs et blancs rougeâtres. Mais quand il dit j'ai été envoyé au aswad, au noir, il parle des arabes. Parce que la plupart du temps des arabes étaient noirs et noirs ténébreux. Car tout le monde sait que l'esclavage musulman n'est pas connecté à un problème de couleur de peau, n'est pas connecté à un problème ethnique et n'est pas motivé par ces raisons. Avant toute chose, définissons tout d'abord la notion de traite. Pourquoi peut-on parler de traite des Européens? Ce que l'on appelle traite peut sous-entendre plusieurs formes d'exploitation envers un groupe d'êtres humains. La prostitution, l'esclavage et le travail forcé. Dans notre cas, il est question de la mise en esclavage répétée et à grande échelle d'une partie de l'Europe, les peuples slaves, durant une longue période. Les moyens mis en œuvre pour récupérer cette marchandise humaine changeront au cours des siècles, mais le résultat sera bel et bien le trafic d'Européens à destination du monde arabo-musulman dans un premier temps et qui deviendra l'Empire ottoman à la fin du XIIIe siècle. Bon, étudions maintenant les principales routes qui organisaient le commerce et qui étaient par conséquent empruntées par les marchands et leurs esclaves. 6 zones, en partie interconnectées par la traite, peuvent être distinguées. La première s'étend de Bristol à Verdun et Paris, avec une liaison vers Arles. Nous savons que des marchands de Verdun faisaient la traite des esclaves, probablement razziés dans le nord-est de l'Europe, avec l'Espagne musulmane. On sait qu'à la fin du Xe siècle, le centre de ce commerce des esclaves et des eunuques était Verdun. D'après Liutprand, ce commerce rapportait un énorme bénéfice. On distingue aussi un énorme réseau organisé autour des populations slaves et hongroises, la région entre la Volga et la Caspienne, les routes du Nord, de l'Irlande et de Bristol à Cordoue, de Londres au pays des Frisons et de là jusqu'à Kiev, et le réseau vénitien, enfin celui établi entre l'Espagne arabo-musulmane et le Maghreb. La quasi-totalité de ces réseaux aboutit finalement vers les régions du Sud, à l'exception de Venise, qui joue déjà un rôle d'intermédiaire dans un circuit nord-sud. Le grand commerce de Venise est celui des esclaves slaves de la côte dalmate. En 876, le doge l'interdit vainement. Les marchands vendent même, au milieu du IXe siècle, des esclaves chrétiens. Mais les vrais maîtres d'œuvre de ces trafics apparaissent être les puissances méridionales, empire byzantin et monde arabo-musulman. Je dirais même que la plupart des esclaves des premiers temps de l'islam et des esclaves relatifs aux conquêtes étaient des esclaves de race blanche. Durant 3 siècles, 1 million d'Européens vont être vendus comme esclaves en Afrique du Nord. C'est aujourd'hui une page oubliée de l'histoire. Beaucoup meurent en captivité, comme galériens ou domestiques. Seuls quelques-uns parviennent à rentrer chez eux, comme Harkholufs. Leur récit nous ouvre une fenêtre sur leur vécu et sur la culture barbaresque. Le Mandour, le fondateur des clans arabes, référence, dit El Hamra li bayadihim, wa li anna shukrata aghlabu alwani alayhim. Les rouges, c'était les Perses, parce que leur couleur était d'une blancheur mélangée à une rougeur. Et que les Arabes appelaient les Perses, les Romains et ceux des alentours, les rouges, parce qu'ils avaient un teint blanc. Quand les Arabes veulent dire que quelqu'un est blanc, ils utilisent le terme rouge. Le rouge, les gens qui étaient les rouges chez les Arabes, on appelle les Mawali. Mawali en arabe, c'est qui? C'est les esclaves.
Moyen-Âge, l'Europe occidentale expédie des esclaves en place d'or et d'argent. Fernand Braudel. Délaissant momentanément l'or, les textiles, les épices ou les aromates, peut-être conviendrait-il de revenir à la question chère à Verlinden, à savoir les esclaves et leurs négoces, ce bétail à visage humain, comme écrivait Pierre Bonassi. Les sources arabes, grecques et latines les signalent partout, y compris les sources juives. Philippe Sénac. Mais qui exactement était au cœur du circuit? Au départ, cette traite était organisée par des marchands syriens ou égyptiens, de confession chrétienne majoritairement, ou juive dans une moindre mesure, que l'on appelait les Syries. Et c'est un hadith d'une personne qui se trouve au sein de l'imam Bukhari, ou une personne disant d'une autre, il y a une personne, tiens, il y a une personne avec le teint rouge. Non, on comprend, c'est blanc. Et que c'est la couleur des esclaves, qu'ils étaient les chrétiens de Syrie, les Romains et les Perses. Mais qui exactement était au cœur du circuit? Au départ, cette traite était organisée par des marchands syriens ou égyptiens, de confession chrétienne majoritairement, ou juive dans une moindre mesure, que l'on appelait les Syries. Donc des esclaves venus de Rome, des esclaves venus de Byzance, des esclaves venus de Perse, des esclaves venus de Balad al-Sham, des esclaves venus de contrées diverses, de Berbérie, des esclaves d'Afrique du Nord à la peau blanche, des esclaves d'Égypte, comme la femme du prophète, Maria la Copte, des esclaves juifs, des esclaves chrétiens, arabes ou non, et des esclaves noirs, mais qui n'étaient pas ni la totalité, ni la majorité. Le dictionnaire d'Oxford définit comme esclave toute personne appartenant légalement à une autre et contrainte à une obéissance absolue. Pour simplifier, il s'agit d'homme-objet. Ainsi, les serviteurs blancs furent les premiers esclaves en Amérique et c'est sur leur travail et plus tard sur celui des Afro-Américains que la nation a été bâtie. Aujourd'hui, des dizaines de millions de blancs américains sont des descendants d'esclaves. Don Jordan et Michael Walsh. Étaient des esclaves de race blanche. Lorsque nous cessons d'être aveuglés et lorsque nous regardons clairement les ombres sanglantes du passé américain, nous reconnaîtrons pour la première fois que les Afro-Américains, qui étaient si souvent les derniers libérés, n'ont pas été les premiers esclavagés. En effet, nous découvrirons que les Afro-Américains ne furent que les troisièmes esclavagés. Ils héritent de leur chaîne, en quelque sorte, de leurs prédécesseurs qui étaient rouges, les Amérindiens, et blancs, les Européens. Lyron Bennett. Mais j'aimerais savoir pourquoi en 15 ans de scolarité, nous n'avons même pas mentionné cette traite qui pourtant a décimé des peuples et c'est un euphémisme. Bon après je ne veux pas faire de compétition victimaire, mais dans la complainte en tout cas, il semblerait qu'il y en ait de plus doués que d'autres. Bon mis à part ça, peut-être que cette omerta sert un dessein politique. Ou alors elle est juste pas bankable. C'est une instrumentalisation spectaculaire de l'histoire. Mais si nous pouvons à notre modeste échelle bien expliquer qu'on n'a pas été les seuls, parce que Louis est bien d'accord pour dire que ça peut compter, de comprendre qu'on n'a pas été les seuls. Eh bien, on aura fait quelque chose. Je pense que cette conférence sur ce thème, c'est très important. Parce que contrairement à ce que tu as dit, je pense qu'on a donné à la souffrance une couleur. Et tant qu'on verra en moi, un descendant d'esclavagistes, et en toute personne noire, un descendant d'esclaves, je crois qu'on ne réglera jamais le problème dans notre petit pays. Et au-delà, la Guadeloupe, etc. Et pour ma part, avec d'autres, on essaie de militer pour que justement l'histoire, je considère quelque part qu'on l'a réécrite, l'histoire de nos pays, et que je pense qu'on a tout intérêt tous à travailler pour faire découvrir des facettes que nous ignorons, mais que beaucoup de gens souhaitent que nous continuions à ignorer. On avait des Noirs comme... Tout le monde connaît Bilal, comme... Omar ibn Khattab. Omar ibn Khattab était plus noir que le noir. Omar ibn Khattab. C'est une instrumentalisation spectaculaire de l'histoire. Rajulan, Qasiran, petit, Adam, Shadidul Umma. Le corbeau, la même noirceur que Bilal. Que nous ignorons, mais que beaucoup de gens souhaitent que nous continuions à ignorer. Donc maintenant, Ali ibn Abi Talib a été décrit à l'unanimité ayant le teint de Bilal. C'est une instrumentalisation spectaculaire de l'histoire. Oussama ibn Zayd, noir, son père noir.
Et Zaïd était blanc. Et Zaïd était blanc. Que nous ignorons, mais que beaucoup de gens souhaitent que nous continuions à ignorer. L'imam Zahabi, qui est connu, très connu, c'est pas moi qui parle, c'est lui. Il dit, lorsque les Arabes, à la base il parle du hadith de Humayra, il dit Humayra, il est faux. Parce que on ne peut pas l'appeler la blanche, parce que la blanche, Yuthirul Bars, c'était la lèpre. Donc on ne peut pas être comme ça. Je l'ai jamais dit ça. Maintenant, il dit quoi, une trahison? Bon, on regarde tout de suite alors. Après, si. Bah, on regarde mon frère. Et moi, Les gens vérifieront. Après, non, dis maintenant, parce que les gens vont regarder après. Et comme ça, les savants ont déjà fait référence au fait que la blancheur extrême ou la blancheur maladie était reliée à la peste. Tiens, regarde. Même la jaunisse. Mais ils n'ont pas dit que comme ça, Aïcha ne pouvait pas être de cette couleur parce qu'elle aurait eu la peste. Ça, c'est son interprétation. Regarde, c'est par rapport à Aïcha. Là, t'as fallu, ya Humayra, Innaou, Yuthirul Bars. Par exemple de Aïcha, oui, regarde. Donc ils m'ont pas appris. Regarde. Non, et là, il te sort la preuve. Après, toi, tu vérifieras sur un livre physique. Ibn Qayyim al-Jawziyya, il dit que tout le hadith, Dhukira fihi Humayra, Kadbun Murtalaq. Ils sont tous faux. Il a produit une. Ils sont tous faux. Parce que ils sont tous faux. Parce que le blanc, c'est la lèpre. Donc le rouge revient. Bon, c'est le rouge. Donc on voit la lèpre. Donc, comment le prophète pouvait avoir une teinte rouge si elle renvoie à la lèpre? Bon, il faut expliquer. Parce qu'il est décrit comme ça. Il est décrit comme ça. Par tous ses compagnons. Déjà, concernant... C'est une instrumentalisation spectaculaire de l'histoire.